Je m'appelle Tessa, j'ai 34 ans et, jusqu'à récemment, je me tuais à la tâche en tant que chef de service dans une société de marketing du centre-ville. Je veux dire que je me tuais littéralement, comme il s'est avéré. Mais revenons un peu en arrière. Cela fait des années que je me casse le cul à essayer d'économiser assez d'argent pour acheter mon propre appartement. Je loue toujours cet appartement minable d'une chambre, et chaque mois, quand je fais ce chèque de loyer, je meurs un peu à l'intérieur en sachant que je ne fais que jeter de l'argent par les fenêtres. J'ai donc travaillé des heures folles, j'ai pris des projets supplémentaires, je suis resté tard tous les soirs. Qu'est-ce que c'est que ça? Je travaillais peut-être 4 heures par nuit et je me nourrissais de café et de plats à emporter entre les réunions. Le matin où c'est arrivé a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis tiré du lit à 5h30. J'ai avalé 2 tasses de café et j'étais à mon bureau à 7h. Nous avions une énorme présentation à faire à un client et j'y travaillais depuis des semaines. Tout devait être parfait. Vers 10h, j'étais en train d'examiner les projections budgétaires lorsque j'ai ressenti une douleur. Ce n'était pas une douleur thoracique normale, c'était différent. J'avais l'impression que quelqu'un me serrait le cœur comme un étau. Et la douleur s'aggravait, irradiant mon bras gauche. Je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai toujours été résistant, je ne me plains pas de la douleur, je la surmonte. Mais là, je n'avais jamais rien ressenti de tel. J'ai réussi à murmurer, appeler le 911 avant que tout ne devienne noir. Ce dont je me souviens ensuite, c'est de m'être réveillé entouré de machines qui bipaient et d'une odeur de désinfectant. Il y avait des tubes partout, dans ma gorge, dans mes bras. Reliés à des moniteurs. Je ne pouvais pas bouger sans avoir l'impression que j'allais à nouveau m'évanouir. Un médecin se tenait à côté de mon lit et parlait à quelqu'un, mais sa voix semblait provenir de l'eau. J'ai essayé de me concentrer sur ce qu'il disait, mais les mots m'échappaient. Il parlait d'un état critique et de la chance d'être en vie. J'ai dû faire du bruit parce qu'il s'est retourné pour me regarder. Madame Rodriguez, vous m'entendez? J'ai essayé de hocher la tête, mais même ce petit mouvement a fait tourner la pièce. Et la dernière chose dont je me souvienne avant de m'évanouir à nouveau, c'est que je me suis dit que j'avais été stupide de m'acharner à ce point. Lorsque je me suis réveillée la deuxième fois, je me sentais un peu plus humain. Le tube respiratoire avait disparu, ce qui était un soulagement car j'avais l'impression d'avoir la gorge en papier de verre. Le même médecin était là, vérifiant mon dossier. Bien, vous êtes réveillé, a-t-il dit. Je suis le docteur Chen. Vous êtes ici depuis 2 jours. Comment vous sentez-vous? Comme si j'avais été renversé par un camion, ai-je croassé? Ma voix était à peine un murmure. Et elle a pris une chaise à côté de mon lit. Madame Rodriguez, vous avez subi un infarctus massif, un faiseur de veuve, comme nous l'appelons. Les premières 24 heures ont été difficiles. Nous n'étions pas sûrs que vous alliez vous en sortir. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Une crise cardiaque à 34 ans? Je savais que mon mode de vie n'était pas des plus sains, mais je me croyais invincible. On pense toujours que ces choses-là n'arrivent qu'aux autres, aux personnes plus âgées. Je me suis demandé si j'allais m'en sortir. Ai-je demandé? Vous allez vous rétablir, mais c'était un sérieux coup de semonce, m'a dit le docteur Chen. Votre corps vous disait de ralentir et vous ne l'avez pas écouté. Si vos collègues n'avaient pas appelé les secours quand ils l'ont fait, nous n'aurions pas eu cette conversation. J'ai senti des larmes commencer à se former dans mes yeux. Non pas à cause de la douleur, mais à cause de la réalité de ce qui avait failli se produire. J'aurais pu mourir. À 34 ans, j'aurais pu disparaître. Docteur, j'ai besoin que vous appeliez ma famille, ai-je dit faiblement. Mes parents et ma sœur doivent savoir que je suis là. C'est alors que le docteur Chen s'est tu. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il essayait de trouver comment me dire quelque chose. Il s'est raclé la gorge et s'est rassis. J'ai tendu la main vers lui, désireuse d'avoir un contact humain après tout ce qui s'était passé. Il l'a prise et l'a serrée doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je, bien qu'une partie de moi redoutait déjà la réponse au vu de son expression. Le docteur Chen a répondu, nous avons appelé votre famille. Nous avons trouvé les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence dans votre portefeuille. Vous aviez noté les numéros de téléphone de vos parents sur une carte. D'accord, ils savent que je suis ici? Est-ce qu'ils viennent? Il regarde ses mains. Madame Rodriguez, j'ai appelé votre mère le premier jour, lorsque nous n'étions pas sûrs que vous passeriez la nuit. Je lui ai expliqué que vous étiez dans un état critique et que, eh bien, elle devait venir dès que possible.
Mon cœur s'est remis à battre la chamade, mais cette fois, ce n'était pas à cause de l'état de santé. Elle m'a dit que ta sœur organisait une sorte de fête de promotion ce soir-là et qu'elle ne pouvait pas venir à l'hôpital. Quand j'ai essayé d'expliquer la gravité de votre état, elle a dit qu'il ne fallait pas s'embarrasser de ses mots exacts pour ses bêtises. Puis elle a raccroché. J'ai regardé le plafond en assimilant ce qu'il venait de me dire. Mes parents savaient que j'étais en train de mourir, que je me battais littéralement pour ma vie. Et ils ont préféré rester à la fête de ma sœur. Ma petite sœur Emma, qui a 7 ans de moins que moi, qui a toujours été l'enfant chéri. Tu es sûr? J'ai chuchoté, il y avait peut-être un malentendu, le docteur Chen secoue tristement la tête. Tous nos appels sont enregistrés pour l'assurance qualité. Si vous le souhaitez, je peux vous fournir une copie de la conversation. Je me suis contenté d'acquiescer, ne me sentant pas capable de parler. La douleur physique causée par la crise cardiaque n'était rien comparé à ce que je ressentais en ce moment. J'avais toujours su que mes parents préféraient Emma, mais je n'avais jamais pensé qu'ils m'abandonneraient alors que j'étais littéralement sur mon lit de mort. J'aimerais être seule un moment, ai-je réussi à dire. Bien sûr, appuyez sur le bouton d'appel si vous avez besoin de quoi que ce soit. Le docteur Chen m'a serré la main une fois de plus avant de partir. Allongé dans ce lit d'hôpital, fixant les dalles blanches du plafond. Je ne pouvais m'empêcher de repenser au moment où tout a basculé dans notre famille. J'avais 7 ans lorsqu'Emma est née. Honnêtement, j'étais très excitée à l'idée de devenir grande sœur. Je me souviens d'avoir aidé maman à choisir des vêtements de bébé et d'avoir demandé si je pouvais nourrir le bébé lorsqu'elle rentrerait à la maison. Mais à la minute où Emma est arrivée, c'est comme si j'étais devenue invisible. Soudain, toutes les conversations à la maison tournaient autour du bébé. Emma a souri aujourd'hui, Emma s'est retournée, regardez comment Emma attrape mon doigt. Je suis passée du statut de centre d'attention à celui de bruit de fond dans ma propre maison. À fur et à mesure qu'Emma grandissait, la situation n'a fait qu'empirer. Tout ce qu'Emma voulait, Emma l'obtenait. Des cours de danse dans le studio le plus cher, des costumes fantaisistes, des chambres relookées, un chiot pour son anniversaire avec une grande fête. Pendant ce temps, je portais des vêtements de seconde main et je travaillais à temps partiel pour me faire de l'argent de poche. Le point de rupture s'est produit lorsque j'avais 15 ans. Je passais devant la chambre de mes parents et je les ai entendus parler d'économie pour l'université. Nous devons réorienter le fonds d'études de Tessa vers Emma, disait ma mère. Emma en aura davantage besoin. Tu sais à quel point les programmes de danse sont chers, et si elle continue à s'améliorer, elle pourrait entrer à Juilliard ou quelque chose comme ça. Mais qu'en est-il de Tessa, demande mon père, qui n'a pas l'air trop inquiet. Elle est intelligente, elle s'en sortira, elle s'en sort toujours. Emma a besoin de plus de soutien. Je suis restée dans le couloir, avec l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Ils me retiraient l'argent de mes études pour le donner à Emma, juste comme ça. Ils n'ont pas discuté avec moi. Ils ne m'ont pas demandé ce que je voulais. Ils avaient déjà décidé que les rêves d'Emma étaient plus importants que les miens. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas compter sur mes parents pour quoi que ce soit. Si je voulais aller à l'université, je devais le faire moi-même. J'ai commencé à étudier encore plus dur et j'ai postulé à des universités avec des bourses. Lorsque j'ai été acceptée dans une université d'État avec une bourse partielle, mes parents ont à peine réagi. L'université a été les 4 meilleures années de ma vie. J'ai étudié dur et obtenu d'excellentes notes tout en travaillant au réfectoire du campus pour payer le reste de mes frais de scolarité et de subsistance. Je n'ai pratiquement pas parlé à mes parents pendant ces années, à peine un coup de fil tous les 2 mois. Ils étaient trop occupés avec Emma. J'étais soulagée d'avoir cette distance. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de commerce, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé un emploi dans le marketing. Vivre avec mes parents pendant 3 mois a été un enfer. Ils m'ont clairement fait comprendre que j'étais un obstacle. Toutes les conversations tournaient autour d'Emma. Chaque espace était nécessaire pour Emma. J'ai déménagé dès que j'ai pu me payer un appartement. Au cours des années qui ont suivi, je me suis jetée à corps perdu dans le travail et j'ai gravi rapidement les échelons. J'étais bon dans ce que je faisais et mon salaire ne cessait d'augmenter. Je pensais que j'étais enfin libérée de tous les drames familiaux. Mais quand j'ai eu 28 ans, quelque chose d'étrange s'est produit. Mes parents ont soudain commencé à me tendre la main. Ma mère m'a appelé un jour et m'a dit, « Tessa, nous avons pensé que nous devrions tous nous rapprocher en tant que famille. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner ce dimanche ?» J'étais méfiante au début,
Mais une partie de moi voulait toujours leur approbation, vous savez. J'ai donc accepté. À eu cours du dîner, ils ont semblé s'intéresser sincèrement à ma vie pour la première fois depuis des années. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, mon appartement, mes objectifs. Ça m'a fait du bien d'avoir enfin leur attention. Nous sommes très fiers de ta réussite, a déclaré mon père. Tu t'es vraiment débrouillé tout seul. J'ai commencé à leur rendre visite régulièrement, peut-être 1 ou 2 fois par mois. D'une manière ou d'une autre, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai commencé à les aider financièrement. Cela a commencé modestement. Ma mère m'a dit qu'ils devaient faire face à des réparations imprévues sur leur voiture, et j'ai proposé de les aider. Ensuite, il s'est agi des frais de compétition de danse d'Emma. Puis ils ont eu besoin d'aide pour payer leur hypothèque. En un rien de temps, je leur envoyais $1 200 par mois pour les aider à rembourser leurs prêts hypothécaires. Et ma mère m'appelait pour me dire, Tessa, tu te débrouilles si bien, et nous avons vraiment besoin d'aide. Les frais de danse d'Emma sont très élevés et ton père fait des heures supplémentaires pour tenir le coup. Ce qui est fou, c'est que même si je subventionnais leur mode de vie, Emma restait clairement la préférée. Lorsque je leur rendais visite, ils passaient leur temps à parler de la dernière performance d'Emma ou de ses projets d'études. Elle avait alors 21 ans, vivait toujours à la maison et recevait toujours tout ce qu'on lui donnait. Je me disais qu'au moins nous avions enfin une relation, même si elle semblait tourner autour de l'argent. Je me disais que c'était peut-être simplement la façon dont notre famille fonctionnait maintenant que nous étions tous adultes. Mais allongés dans ce lit d'hôpital, en pensant à la façon dont ils ont choisi la fête de promotion d'Emma plutôt que de me dire adieu alors que j'étais mourante, j'ai finalement compris la vérité. Ils ne voulaient pas d'une relation avec moi. Ils voulaient mon argent. Quand il s'agissait de cela, Emma passait toujours en premier, même quand je me battais pour ma VIE. Je n'arrivais plus à me faire à l'idée. Ma poitrine me faisait mal, et pas seulement à cause de la crise cardiaque. Comment ont-ils pu me faire ça? Comment ont-ils pu préférer une fête à leur fille qui était en train de mourir? J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de chasser toutes ces pensées. Je voulais juste dormir et ne plus penser à tout cela. Les jours suivants à l'hôpital ont été une succession de médicaments, d'examens et de traitements. Les infirmières venaient toutes les quelques heures pour vérifier mes constantes, me faire des injections ou ajuster ma perfusion. Les médecins surveillaient constamment mes progrès, s'assurant que mon cœur se rétablissait correctement. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Ce qui m'a permis de garder le moral, ce sont les visites de mes collègues et de mon patron, Monsieur Patterson. Le 3e jour, il est arrivé avec des fleurs et une carte signée par tous les employés du bureau. Il m'a demandé, Tessa, comment te sens-tu? Mieux chaque jour, merci d'être venue, ai-je répondu. Tout le cabinet s'inquiète pour toi. Prends tout le temps dont tu as besoin pour te rétablir. Mais est-ce que tu t'es surmené ces derniers temps? J'ai soupiré, oui, j'essayais d'économiser pour payer la compte d'une maison. Les maisons peuvent attendre, pas ta santé. Promets-moi que tu prendras mieux soin de toi. Je le promets, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Les jours suivants, d'autres collègues sont venus me voir avec des magazines et des histoires drôles du bureau. C'était incroyable de se sentir soutenu par des gens qui n'étaient au fond que des amis de travail. Pendant ce temps, mon téléphone restait silencieux, pas d'appel de mes parents, pas de texto me demandant comment j'allais. Au 10e jour, je reprenais des forces. Les douleurs thoraciques avaient presque disparu et je pouvais marcher dans ma chambre sans être essoufflé. Le docteur Chen était satisfait de mes progrès. Vous vous rétablissez remarquablement bien, m'a-t-il dit lors de sa visite du matin. Je pense que nous pourrons vous faire sortir dans quelques jours, mais je veux que vous preniez au moins 1 mois de congé. Allez dans un endroit paisible, peut-être dans un centre de vacances ou un spa où vous pourrez vraiment vous détendre. 1 mois? Mais j'ai tellement de projets. Madame Rodriguez, l'interrompt-il fermement, si vous reprenez votre ancienne routine de travailler 80 heures par semaine et de vivre du stress, vous reviendrez ici dans les 6 mois. Cette crise cardiaque était le moyen pour votre corps de vous dire de ralentir. Si vous ne l'écoutez pas, la prochaine pourrait vous tuer. Ces paroles m'ont frappé de plein fouet. J'avais toujours pensé que j'étais invincible, que je pouvais tout surmonter. Mais le fait d'être allongé dans ce lit d'hôpital m'avait montré à quel point la vie était fragile. J'ai dit, tu as raison, je vais prendre un congé. Le 12e jour, j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a des années. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé mes virements automatiques.
C'était là, 1200 $ envoyés sur le compte de ma mère chaque mois, comme une horloge. Pendant des années, je les ai aidés à payer leur hypothèque tout en me tuant à la tâche. J'ai regardé ce virement pendant un long moment, en pensant à tout ce que le docteur Chen m'avait dit au sujet de leur appel téléphonique. Mes parents savaient que j'étais mourante. Et ils n'avaient pas pris la peine de venir me voir parce qu'Emma avait une fête. Une fête était plus importante que la vie de leur fille. J'ai annulé le transfert. Le docteur Chen est passé plus tard dans la journée avec de bonnes nouvelles. Vous allez si bien que je pense pouvoir vous faire sortir demain matin. Quelqu'un peut-il vous raccompagner chez vous? Je vais appeler un taxi. Et votre famille? Ne devrait-il pas? Croyez-moi, ils ne viendront pas. Il avait l'air triste, mais il n'a pas insisté. Je pense qu'il comprenait la situation mieux que la plupart des gens. Ce soir-là, je me reposais quand mon téléphone a commencé à sonner. C'était ma mère qui appelait. J'ai regardé l'écran pendant quelques sonneries, puis j'ai décliné l'appel. Quelques minutes plus tard, elle a rappelé. Puis à nouveau. Après le 4e appel, j'ai éteint mon téléphone. J'avais une bonne idée de ce dont il s'agissait. Nous étions le 15 du mois et elle n'avait pas reçu ses 1200 $ habituels. Je n'étais pas encore prêt à aborder cette conversation. Le lendemain matin, le docteur Chen est venu avec mes papiers de sortie. N'oubliez pas, m'a-t-il dit, de vous ménager pendant au moins un mois. Trouvez un endroit paisible pour vous détendre. Et si vous ressentez une douleur thoracique, un essoufflement ou une fatigue inhabituelle, revenez immédiatement. Je le ferai. Merci pour tout, docteur Chen, vous m'avez sauvé la vie. Je vous en prie, mais promettez-moi de faire quelques changements. La vie est trop courte pour la passer à travailler. Avant de partir, j'ai une dernière requête. Docteur Chen, je sais que ça peut paraître étrange, mais pourriez-vous me rendre un service? Si mes parents viennent me chercher aujourd'hui, pourriez-vous ne pas leur dire que j'ai été renvoyé? Je préfère qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Il hausse un sourcil, c'est une demande inhabituelle. Je sais, mais croyez-moi, ils ne viennent ici que pour parler d'argent, pas pour s'assurer de ma santé. J'aimerais qu'ils entrent dans une pièce vide et qu'ils voient que je ne suis plus là. Le docteur Chen réfléchit un instant, puis acquiesce. Je comprends, le secret médical signifie que je n'ai rien à leur dire. J'avais aussi quelque chose d'autre à laisser derrière moi. J'ai sorti une feuille de papier et j'ai écrit un mot. Maman et papa, quand vous lirez ceci, je serai parti. Je sais que vous n'êtes là que parce que vous avez compris que j'avais cessé de vous envoyer de l'argent. Je ne vous donnerai plus jamais un centime, et je ne veux plus jamais vous revoir. C'est fini, Tessa. J'ai laissé le mot sur le lit d'hôpital et je suis sorti. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai immédiatement appelé Monsieur Patterson. Bonjour. C'était ça. Je viens de sortir de l'hôpital. C'est une excellente nouvelle. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux, le docteur veut que je prenne un mois de repos pour me rétablir. Est-ce que ça vous va? Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. Nous nous occuperons de tout ici. Merci, je pense aller dans une de ces stations thermales, peut-être quelque part dans les montagnes où je pourrai me détendre et reprendre des forces. C'est parfait. Vous l'avez bien mérité. Après avoir raccroché, j'ai commencé à chercher des endroits en ligne. J'ai trouvé un magnifique centre de retraite à environ 3 heures de route qui proposait du yoga, de la méditation, des repas sains et des soins de spa. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais d'abord, je devais bloquer quelques numéros de téléphone. Je suis allé dans mes contacts et j'ai bloqué ma mère, mon père et Emma. Quoi qu'ils aient à me dire. Je ne voulais pas l'entendre. J'ai passé la journée suivante à faire mes valises pour mon voyage au centre de retraite et à me reposer à la maison. C'était bizarre d'être dans mon appartement pendant les heures normales de travail, mais c'était aussi paisible. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas stressée par des échéances ou par la vérification de mes courriels toutes les 5 minutes. Le lendemain matin, je me préparais à partir pour les montagnes quand on a frappé fort à ma porte d'entrée. Je n'ai pas frappé, j'ai frappé. Comme si quelqu'un essayait d'enfoncer la porte. Tessa, ouvre cette porte tout de suite. C'était la voix de ma mère, mais je ne l'avais jamais entendue aussi en colère. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais pas à cause d'un problème cardiaque cette fois-ci. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus tous les 3 debout, ma mère, mon père et Emma. Ma mère était toute rouge et avait l'air furieuse. Nous savons que tu es là, a-t-elle crié, ta voiture est sur le parking. J'ai pris une grande inspiration et j'ai parlé à travers la porte. Partez, je ne veux pas vous parler.
Ne nous parlez pas comme ça, a crié mon père. Ouvrez cette porte immédiatement. Non, ai-je dit fermement, partez, ou j'appelle la police. C'est alors qu'Emma a commencé à parler, et sa voix était faussement douce, comme lorsqu'elle était petite et qu'elle essayait d'échapper aux ennuis. Tessa, s'il te plaît, nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. Nous avons lu ton mot et nous sommes très confuses. Pourquoi es-tu si méchante avec nous? J'ai failli rire, méchante avec eux? Après tout ce qu'ils m'ont fait subir? Vous voulez savoir pourquoi, dis-je assez fort pour qu'ils l'entendent à travers la porte. Tu as choisi la fête d'Emma plutôt que de me rendre visite alors que j'étais mourante à l'hôpital. J'ai entendu l'enregistrement de votre conversation avec le docteur Chen. Vous m'avez dit de ne pas vous déranger avec ces bêtises quand votre fille avait une crise cardiaque. Il y a eu un moment de silence, puis ma mère s'est mise à pleurer, de ces faux sanglots dramatiques qu'elle avait l'habitude de faire lorsqu'elle voulait obtenir de la sympathie. Nous ne savions pas à quel point c'était grave, s'est-elle lamentée. Le médecin ne nous a pas bien expliqué. C'est des conneries, ai-je dit. Il vous a dit que j'étais dans un état critique et que je risquais de ne pas passer la nuit. Tu as parfaitement compris, mais tu t'en fichais. Ce n'est pas vrai, a dit Emma. Et maintenant elle avait l'air vraiment contrariée au lieu d'être faussement gentille. Maman et papa t'aiment. Ils disent toujours à quel point ils sont fiers de toi. Seulement quand ils ont besoin d'argent de ma part, ai-je répondu. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Parce que j'ai arrêté d'envoyer les 1200 $ chaque mois. Les pleurs se sont arrêtés brusquement, j'avais mis le doigt dans l'engrenage. Nous avons des factures à payer, dit ma mère, sa voix passant de la tristesse à la colère. Tu as promis de nous aider à payer l'hypothèque. Je n'ai jamais rien promis. Vous m'avez tous fait marcher, et j'ai été assez stupide pour tomber dans le panneau. Mais c'est fini maintenant. Tu ne peux pas nous couper les vivres, a crié mon père. Nous sommes tes parents. Vous avez cessé d'être mes parents quand vous avez refusé de me rendre visite sur mon lit de mort. Maintenant, éloignez-vous de ma porte avant que j'appelle la police. Tu es ridicule, dit Emma. Nous avions des projets ce soir-là. C'était la fête de ma promotion. J'ai travaillé très dur pour cette promotion. Et voilà, la vérité est enfin sortie. Même maintenant, Emma pensait que sa fête était plus importante que ma vie. Emma, j'ai dit, en essayant de garder ma voix calme, que j'étais en train de mourir. Comprends-tu cela? J'aurais pu mourir cette nuit-là, et tu ne m'aurais jamais revue. Et tu penses que ta fête de travail était plus importante que ça? Enfin, je veux dire, mais tu n'es pas morte, donc ça s'est bien passé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Elle pensait vraiment que parce que j'avais survécu, leur décision était justifiée. Sortez, ai-je dit, vous tous, sortez d'ici tout de suite. J'ai entendu des pas s'éloigner, puis des portes de voiture claquer, puis un moteur démarrer. J'ai attendu d'être sûr qu'ils étaient partis avant de regarder par la fenêtre et de voir leur voiture s'éloigner. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. D'adrénaline. J'avais enfin réussi à leur tenir tête. Après 34 ans, je leur avais enfin dit exactement ce que je pensais de leur comportement. Le trajet jusqu'au centre de retraite était magnifique. Il était situé dans les montagnes, entouré de pins et de sentiers de randonnée. Lorsque je me suis inscrite, la réceptionniste m'a souri et m'a dit « Bienvenue. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un peu de détente. » Je lui ai répondu « Vous n'avez pas idée. » Les jours suivants ont été exactement ce dont j'avais besoin. J'ai fait du yoga le matin, je me suis fait masser l'après-midi et j'ai mangé des repas sains préparés par quelqu'un d'autre. J'ai fait des promenades dans la nature et j'ai dormi 8 heures par nuit. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Le 3e jour, j'étais assise au bord du lac, en train de lire un livre, lorsque mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais qui avait le même indicatif que celui de ma ville natale. Allô? Tessa, c'est ta tante Linda. La sœur de mon père, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Oh, bonjour tante Linda, comment as-tu eu ce numéro? Tes parents me l'ont donné. Ils m'ont appelé hier et m'ont demandé de te parler. Ils m'ont dit que tu faisais une sorte de dépression mentale et qu'ils s'inquiétaient pour toi. J'ai ri, je ne pouvais pas m'en empêcher, une dépression mentale? C'est comme ça qu'ils l'appellent?
Ils ont dit que tu les avais coupés financièrement et que tu ne leur parlais plus. Ils pensent que la crise cardiaque a affecté ton jugement d'une manière ou d'une autre. Tante Linda, je peux te dire ce qui s'est vraiment passé? J'ai tout expliqué, l'appel téléphonique à l'hôpital, leur refus de me rendre visite, le fait qu'ils ne m'ont contacté que lorsqu'ils ont réalisé que l'argent avait cessé d'arriver. Je lui ai parlé des années de favoritisme, des fonds volés pour l'université, de tout point. Lorsque j'ai terminé, il y a eu un long silence. Oh mon Dieu, dit-elle doucement, Tessa, je n'en avais aucune idée. Je savais qu'Emma était leur préférée, mais je n'avais pas réalisé que c'était à ce point. J'ai demandé au docteur Chen un enregistrement de leur conversation téléphonique. Si vous voulez l'entendre, je peux vous l'envoyer. S'il vous plaît, faites-le, j'ai besoin de l'entendre moi-même. Je lui ai envoyé le fichier audio et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, je suis vraiment désolée, et elle pleurait. Je ne peux pas croire qu'il t'ait fait ça. Je suis entièrement de votre côté dans cette affaire. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Merci, ai-je dit, ça me touche beaucoup d'entendre ça de la part d'un membre de la famille. Pour ce que ça vaut. Je ne pense pas que tu fasses une dépression mentale. Je pense que tu as enfin les idées claires pour la première fois depuis des années. Lorsque je suis rentrée de la retraite une semaine plus tard, j'avais l'impression d'être une personne complètement différente. J'étais reposée, mon niveau de stress avait beaucoup baissé et j'avais une nouvelle perspective sur la vie. J'ai repris le travail, mais j'ai fait des changements. J'ai arrêté de travailler tard tous les soirs. J'ai refusé les projets qui nécessitaient des heures ridicules. Mon patron m'a soutenu, il avait vu ce que le surmenage m'avait fait subir et il ne voulait pas que cela se reproduise. J'ai également mis en suspens mes projets d'achat de maison. Je me suis rendu compte qu'il était important d'avoir mon propre logement, mais pas assez pour se tuer à la tâche. Je pouvais attendre encore 1 an ou 2 et économiser de l'argent à un rythme plus sain. Plus important encore. Je suis restée fidèle à ma décision concernant ma famille. Je n'ai jamais débloqué leur numéro. Je ne leur ai jamais envoyé d'argent. Lorsque les vacances sont arrivées, j'ai fait mes propres plans. 6 mois plus tard, je vais très bien. Je suis en bonne santé, je dors bien et je profite de la vie pour la première fois depuis des années. Je vis toujours dans l'appartement que j'ai loué, mais j'ai fait en sorte qu'il devienne un peu plus mon chez-moi. J'ai commencé à sortir un peu et je me suis fait de vrais amis en dehors du travail. Ma famille me manque-t-elle? L'idée d'avoir une famille me manque parfois, mais le stress, la manipulation et le sentiment constant de ne pas être à la hauteur ne me manquent pas. Je suis mieux sans eux.